Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième tutoriel où je vais vous apprendre les bases de Dart pour Flutter. Donc comme je l'ai dit avant, il faut que vous ayez déjà fait de la programmation orientée objet. Je ne vais pas vous réapprendre ce que c'est qu'une variable, ce que c'est qu'une fonction, mais juste la syntaxe et comment est-ce qu'on écrit ça en Dart. Donc a priori très peu de nouveaux concepts. Alors déjà, je vous invite à aller sur ce lien-là que je mettrai en description. Tout ce que je vais dire maintenant sera écrit. J'ai créé un repo sur GitHub et je mettrai aussi les sources des autres tutoriels. Donc du coup, vous allez pouvoir voir tout ce qu'on fait aujourd'hui et si vous avez besoin d'y revenir, vous pourrez y aller. Tout ce que j'écris dans ce tutoriel, en fait, il vient du guide rapide officiel qui est ici. Donc si vous comprenez l'anglais et que vous voulez aller un peu plus loin dans votre connaissance de Dart, je vous conseille d'aller sur le site et d'essayer de lire un petit peu. C'est un petit peu long, mais beaucoup de choses sont très très simples. Alors nous, pour le moment, plutôt que d'aller dans Visual Studio Code, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller sur Dartpad. Dartpad, c'est un site qui me permet de lancer du Dart directement en ligne, et c'est plus simple plutôt que d'essayer d'utiliser Dart en local. Alors déjà, on va commencer par les variables. Comme en Java, on peut utiliser des noms de variables avec les types. Donc par exemple, on va définir un entier, on peut faire int a est égal à 5. Mais ce qu'on peut aussi faire, c'est utiliser le mot-clé var qui nous permet de deviner automatiquement le type de la variable. Donc j'avais marqué a est égal à hello entre cotes, a aurait été un string. Si jamais je marquais 0.0, ça aurait été un double. Ce qu'on peut aussi faire, c'est utiliser la fonction print qui est intégrée au langage, donc c'est l'équivalent d'un console.log ou d'un system.out.println pour afficher les variables. Voilà, donc là par exemple, il nous a bien affiché notre variable. On a aussi un autre mot-clé à la place de var qui s'appelle dynamic. Dynamic, en fait, ce qu'il nous permet de faire, il fait exactement la même chose que var, c'est-à-dire qu'il devine le type qu'il y a derrière, sauf qu'il peut enregistrer plusieurs types. Par exemple, je vais utiliser var a est égal à 0.0, donc du coup c'est un double. Si jamais j'essaie d'appeler la méthode .length dessus, qui est une méthode sur une chaîne de caractères, on voit qu'on a une erreur et que ça compile absolument pas. Alors qu'avec le mot-clé dynamic, en fait, il va pas se poser de question de est-ce que j'ai le droit de faire quelque chose ou pas, juste il va nous laisser lancer le code. Bon alors du coup on va avoir une erreur, mais c'est une erreur qui va être au runtime. Donc du coup ça peut être très utile pour des objets JSON par exemple, ou des choses qu'on récupère depuis internet. On a deux autres mots-clés pour les variables qui sont utiles. On a final. Final, ça fait quoi? Ça bloque l'assignement. C'est-à-dire que une fois que j'ai écrit ça, j'ai pas le droit d'écrire a est égal à quelque chose. Ça compilera pas. Par contre, il faut faire attention, je vais présenter les listes juste après, mais je vais en écrire une quand même. Si jamais je définis une liste, ça veut pas dire que parce que j'ai mis quelque chose dans final que l'objet ne peut plus changer. Je pourrais toujours ajouter quelque chose à une liste par exemple. Ça compile et ça tourne sans problème. On a un autre mot-clé qui s'appelle const. Alors const, c'est une version un peu plus évoluée de final. Const, ce que ça fait, c'est que ça rend l'objet immutable complètement. Donc si jamais j'ai const a est égal à une liste, non seulement je pourrais pas faire d'assignement à a, mais en plus, je pourrais plus ajouter des choses dedans parce que toute la structure est devenue immutable. Je reviendrai sur const après. Alors je vais présenter les quelques types qu'on va le plus utiliser. Déjà, on a pu voir int, donc du coup c'est l'équivalent d'un integer en Java. Donc du coup on a int a est égal à 5 par exemple. On a aussi des doubles. On n'a pas de float. Et le super type au-dessus de int et double, c'est num. On a des chaînes de caractères. On a aussi des booléens avec bool. On a des lists avec list. Et on a une syntaxe pour les initialiser rapidement en utilisant des crochets. On a aussi des sets. Et des maps. Vu que ces trois structures sont très utilisées, comme j'ai dit juste avant, on a des syntaxes pour les initialiser rapidement. Alors, je vais juste présenter quelques méthodes qui permettent d'accéder aux éléments de ces trois collections. C'est pas forcément évident parce que par exemple en Java, quand on a des listes, on a des méthodes get et set dessus, alors que là on va utiliser des crochets. Donc du coup, je vais commencer par comment accéder aux éléments des trois collections, et après ça, on va voir les méthodes qu'on a un petit peu sur les trois à la fois. Alors, la première chose qu'on a, c'est que pour les listes, on peut accéder aux éléments d'une liste en utilisant les crochets. Donc du coup, ceux qui font du JavaScript, ça va être facile pour eux. Voilà, donc là on récupère bien le premier élément.
Pareil, on peut modifier les éléments avec les crochets. Voilà, alors pour le set, on n'a pas ces opérations-là parce qu'un set, c'est pas ordonné, donc du coup, on n'a pas d'index en fait. Pour la map, on a exactement la même chose que pour la liste du coup, enfin quasiment. Mais on veut avoir la valeur qui a une certaine clé, on fait juste la variable entre crochets, la clé. Voilà, donc là on a bien A qui vaut 0, comme ce qu'on a ici. Et si jamais on veut ajouter une clé, ou modifier une clé déjà existante, on a juste à faire un égal. Donc par exemple, je vais rajouter une clé, je peux faire base C est égal à 5. Et maintenant, je fais un print de base. Je devrais avoir A0, B1, C5. A0, B1, C5. Alors maintenant, pour les méthodes qu'on a sur toutes ces collections-là, déjà, on a une méthode qui nous permet d'avoir la taille de chaque collection. Donc du coup, sur chacune, je peux faire une méthode .length pour avoir la taille. Hop. Sur les deux premières, on a une méthode qui sert à ajouter des éléments. Donc du coup, dans le cas de la liste, ça sera à la fin de la liste. Donc ici, je peux faire un foo.add de 5 pour ajouter un élément, par exemple. Et ici, pour bar, je peux faire un bar.add de hello, par exemple. Et alors là, dans le cas du set, donc c'est le principe du set, si jamais je le réaffiche, du coup, on va pas avoir deux fois le même élément. Voilà, on a juste hello et world, et le hello, c'est pas rajouté encore une fois de plus. Maintenant, on a l'inverse, on a la méthode pour enlever des éléments. Alors, je vais juste afficher chaque collection et essayer d'enlever des éléments ensuite. Voilà, donc du coup, pour enlever des éléments d'une liste, on peut juste faire foo.remove et l'élément qu'on veut enlever. Donc, je vais enlever le 2, je peux juste faire foo.remove 2. Pareil pour le set, je peux juste faire un bar.remove de world pour enlever world. Et pareil pour base, donc pour les maps, je fais base.remove de B, j'aurai la clé B qui va disparaître normalement. Voilà, donc c'est ce à quoi on s'attendait. Maintenant, deux méthodes spécifiques pour list et pour set. Pour list, on peut enlever un élément depuis son index, donc je fais un foo.remove add 0, ça va nous enlever le premier élément. Du coup, normalement, on devrait juste avoir 3 ici. Voilà. Et pour le set, on a une méthode pour savoir si un élément est dans le set ou pas. Donc du coup, on peut juste faire print bar.contains hello. Alors cette méthode contains, elle est aussi disponible sur list et sur map. Sur map, ça sera pas contains, ça sera contains key ou contains value. Mais comme vous devez déjà le savoir, le set est optimisé pour savoir si je m'en ai un élément à l'intérieur ou pas. Du coup, c'est pour ça que je l'ai présenté ici. Quand on affiche du texte à l'écran, j'ai montré juste avant qu'on avait la fonction print. Et quand on veut interpoler des chaînes de caractères, c'est-à-dire afficher un symbole dans la chaîne de caractères, afficher une variable, contrairement à Java où on doit utiliser le plus, là on peut utiliser des non-variables. Donc par exemple, j'ai le droit d'écrire ça, et A va être remplacé directement dans ma chaîne de caractères. Voilà. Et si jamais on a besoin d'afficher une expression plutôt qu'une variable, on peut utiliser deux crochets. Et voilà, on a notre expression. Alors maintenant, pour continuer sur les conditions, si jamais on a exactement les mêmes conditions que dans la plupart des langages, du coup on a un if, condition, dans ce cas-là, sinon si, condition, ça, et sinon ça. Alors juste pour donner un petit exemple, on peut faire int val est égal à 10, si val est inférieur à 10, dans ce cas-là on peut afficher inférieur à 10. Si jamais on a égal à 10, on peut faire un print égal 10, et sinon on peut faire un print supérieur à 10. Et là, normalement, on devra avoir égal à 10. Voilà. Alors pour les boucles, on a une syntaxe qui est très très proche du C ou du Java, ou en JavaScript. On peut faire une boucle de int, ou même var, i est égal à 0, i est inférieur à 10, i++. Je le précise maintenant, mais var, c'est ce qu'on utilise la plupart du temps, parce que c'est plus rapide à écrire. Print i, et là, on va bien avoir une boucle qui va nous afficher de 0 jusqu'à 9.
On a aussi, comme en Java ou en JavaScript, on peut itérer sur des objets qui sont itérables. Donc si on se définit une liste, on peut faire un for var l in foo print l. Et là, normalement, il va nous afficher tous les éléments qu'on a dans notre liste. Voilà, alors maintenant qu'on a les bases, on va voir, depuis tout à l'heure, on travaille dans une fonction void main. Donc du coup, on peut deviner le type, comment est-ce qu'on définit globalement une fonction. On a void, c'est le type de la fonction, donc on pourrait mettre n'importe quoi. Par exemple, je vais faire une fonction pour ajouter 1 à un nombre, je pourrais faire int add. On a la liste des paramètres, donc du coup, je peux prendre un paramètre un entier, int n. Après ça, j'ouvre des crochets, et je fais un return n plus 1. Je vais l'appeler add1 plutôt. Je fais un print de add1 de 5, on devrait avoir 6. Alors on a une syntaxe pour quand la fonction ne fait qu'une seule ligne, plutôt que d'avoir ces accolades et un return, on peut juste utiliser une flèche. Et cette fonction-là, ce genre de fonction, on les voit assez souvent. Alors, contrairement à Java, on peut utiliser des arguments nommés. C'est très utile parce que j'imagine que pour ceux qui ont déjà fait du Java, vous avez déjà eu des fonctions où on a une liste d'arguments qui est très très longue. Et à la définition, ça peut être clair ce à quoi correspond chaque argument, mais quand on appelle la fonction, généralement, on commence à oublier à quoi correspond chaque argument. On ne sait plus à quoi correspond 2.0, alors que dans la définition, on sait que c'est C. Donc du coup, c'est assez vite très peu clair. Et du coup, ce qu'on a en Dart, c'est qu'on a une syntaxe pour définir des arguments nommés. Donc du coup, à l'intérieur de la liste d'arguments, on va rajouter des accolades. Et maintenant, quand on va appeler la fonction, alors on a un bouton en haut pour formater le code qui est très utile. On ne peut pas le formater avant qu'on ait plus d'erreurs, je vais enlever ça. Quand on appelle la fonction, on va faire A, deux points, B, deux points, C, deux points, D, deux points. Voilà, alors j'ai mis des doubles à la place des int, donc forcément ça marche pas. Voilà, et donc du coup, quand on appelle la fonction, on sait exactement à quoi correspond chaque paramètre. Alors par défaut, tous les arguments nommés, on n'est pas obligé de les passer. Donc du coup, par exemple, si jamais ici je décidais d'enlever A, et que dans ma fonction je décidais d'afficher tout ce que j'avais eu en paramètre, A égale $A, B égale $B, C égale $C, D égale $D, et qu'on le lançait, on voit bien qu'on a A qui est nul. Alors pour éviter que quelqu'un oublie un argument, on peut utiliser une annotation @required qui nous oblige à passer cet argument-là. Le problème, c'est que cette annotation, elle n'est pas définie dans Dart par défaut, donc on peut, si jamais on veut l'installer avec un package, je vais présenter les packages un peu plus loin. Alors plutôt que d'utiliser l'annotation @required, à la place, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre des valeurs par défaut. Par exemple, j'aurais pu marquer int a est égal à 0. Et cette fois-ci, si jamais l'argument n'est pas passé, dans ce cas-là, a devrait prendre la valeur par défaut. Voilà. Alors quelque chose que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, mais qui est quand même très important, c'est qu'à Java, on s'attend à ce que la différence entre int et integer, c'est que quand on crée un integer int i et qu'on lui donne pas de valeur, on s'attend à ce que par défaut, il soit nul. Mais on s'attend aussi à ce que quand on fasse int i prenne la valeur par défaut, c'est-à-dire 0. C'est pas du tout le cas en Dart où absolument tout peut être nul. Donc du coup, je fais un int i print i, il va nous afficher un nul. Voilà. Alors on vient de voir les fonctions. Maintenant, ce qui est utile de savoir, c'est qu'on a des fonctions d'ordre supérieur, c'est-à-dire qu'on peut passer des fonctions à des fonctions. Par exemple, tout à l'heure, on avait une liste. Sur toutes les listes, on a une fonction forEach qui nous permet d'appeler une fonction pour chaque élément de la liste. Donc du coup, je mets par exemple, on veut afficher tous les éléments de la liste, on peut faire .forEach et lui passer la fonction print. Et on a bien print qui est appelé 3 fois. Alors du coup, c'est un bon moment pour introduire des fonctions anonymes, les lambda. Voilà la syntaxe pour une lambda. Donc ça, c'est pour une lambda multiligne. J'ai mis une flèche alors qu'il n'y en a pas un Dart.
Voilà. Et si jamais on a une fonction qui fait une seule ligne, on peut directement utiliser la flèche, justement. Voilà. Alors avant de passer aux classes, je voulais parler de l'égalité rapidement. En Dart, l'opérateur égal, il vérifie l'égalité par valeur. C'est-à-dire que si jamais on a var a est égal à foo, var b est égal à foo, et qu'on fait un print de a égale b, on va avoir vrai. Donc il n'y a pas de triple égal comme en JavaScript. Si jamais on avait voulu vérifier que deux objets sont exactement les mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont la même adresse, on a une fonction pour ça qui s'appelle identical. Alors maintenant, pour passer aux classes, on a une syntaxe qui ressemble énormément à celle de Java, avec quelques additions. Donc par exemple, je vais me définir un point dans l'espace, je vais me donner une coordonnée x et y, et je vais me créer un constructeur. Alors pour ceux qui viennent de Java, ça ressemble exactement à ce qu'on pourrait avoir. Je vais revenir sur ce code là après, mais si on veut instancier la classe, on peut juste faire var point est égal à new point, et ici du coup lui passer nos coordonnées. Donc du coup 0.0, 1.0 par exemple. Voilà, ce code là compile sans problème. Alors déjà la première chose, c'est qu'en Dart, le mot-clé new est optionnel. Donc, du coup on peut juste l'enlever et on n'a pas de problème. La deuxième, c'est que en Dart, on a, pour ce genre de constructeur, on a une syntaxe pour l'écrire plus rapidement. On peut écrire point, this.x, this.y, et les deux sont strictement équivalents. Donc, du coup, il râle que j'ai deux fois le même constructeur, mais j'enlève celui-ci, tout va bien. On a aussi un système de constructeurs nommés. Donc par exemple, si je voulais avoir un constructeur qui me permet de créer un point qui a deux fois la même coordonnée. Donc c'est juste un exemple. On pourrait faire point, point, voilà, et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire voilà. Et alors du coup, je crée un point, je pourrais juste faire point, point. Alors je me suis trompé dans ma fonction. Mais voilà. Alors du coup, ce qu'on va faire, pour vérifier que tout marche bien, c'est qu'on va se créer une fonction qui nous permet d'afficher le point. Donc du coup, on va faire string represent, et on va renvoyer point x égale $x, y égale $y, et on va essayer d'afficher nos deux points. Voilà, donc du coup tout a bien marché, on a bien 0, 1 et 1, 1. Alors une chose qu'on retrouve souvent dans les classes, c'est qu'on a souvent des variables qui commencent par un underscore, donc vous le verrez beaucoup en Flutter. Par exemple, là je me rajoute un z. Et alors en fait ce z, ça veut dire que la variable est privée, c'est-à-dire que contrairement à Java où on pourrait avoir le mot-clé private ou alors protected, là on n'a pas du tout ça, on a juste le fait que quand on met un underscore devant, les autres sont au courant qu'il ne faut pas qu'ils y accèdent. En plus, ça interdit l'accès à cette variable-là en dehors de la librairie, et je parle de la librairie juste après. Alors on a un cas spécial pour les champs qui sont finaux. Donc par exemple ici je mets final double xy. Ici on voit que notre premier constructeur il a aucun problème, alors que le deuxième on a des erreurs. Alors qu'est-ce qui nous dit? Toutes les variables finales doivent être initialisées, mais x et y ne le sont pas. Pourtant c'est ce qu'on fait dans le constructeur. En fait, Dart nous oblige à utiliser une syntaxe spéciale, cette syntaxe-là, et il y en a une autre que je vais présenter juste après, quand on doit initialiser des variables qui sont définies en tant que final. Donc du coup, la syntaxe pour ça, ce qu'on peut faire, c'est soit utiliser cette syntaxe-là qu'on a faite juste avant, mais là ça nous embête parce que du coup on aimerait bien initialiser y à la variable qui est passée. Donc du coup, la syntaxe qu'on va utiliser, c'est les deux points, et ici on va utiliser cette syntaxe-là. Alors du coup, cette partie-là, on peut la vider. Et si jamais je reformate mon code, on a, voilà. Alors du coup, c'est la syntaxe, c'est la partie qui va vous paraître étrange sûrement. Mais c'est pas grave, il faut s'y faire. On peut, tant qu'à faire, enlever ces accolades-là qui sont vides et mettre un point virgule à la place. Et cette fois-ci, si je fais run, on va avoir exactement la même chose.
Alors maintenant, on va voir l'héritage rapidement, comment faire un extends. Donc du coup, j'ai un point et j'ai un point 3D par exemple. Enfin, un extends point. Et ici, on n'a qu'à dire qu'on a un final double z. Donc du coup, on se rajoute une coordonnée. Alors du coup, il nous dit que z doit être initialisé et qu'on n'appelle pas le constructeur. Donc du coup, on va se créer un point avec un double x, double y, double z. Alors du coup, ici, à la place de double z, on peut juste faire this.z, donc du coup, on n'aura pas l'erreur. Et ici, on aimerait bien faire, comme en Java, appeler super xy. Alors là, on a plein d'erreurs qui arrivent tout d'un coup. C'est parce que en Dart, le super doit être appelé avec la même syntaxe que ce qu'on a vu juste au-dessus. Donc du coup, ici, il faut que je fasse un 2 points super xy. Voilà, alors il se plaint toujours. C'est parce que j'ai utilisé le mot-clé point à la place de point 3D. Voilà, cette fois-ci, on ne devrait pas avoir de problème. Donc du coup, si je mets ici, je le remplace par un point 3D, je devrais juste pouvoir lui rajouter une coordonnée. Oh, j'ai oublié le... J'ai mis un D minuscule à la place d'un D majuscule. Et voilà. Alors du coup, ce qu'il faut noter, c'est que ici, on a 2 points et vous voyez qu'à chaque fois, les instructions sont séparées par une virgule. Si jamais on doit faire un super, le super doit être à la fin de la liste. Vous le verrez, je mets vous tomber dessus et il vous laissera pas compiler. Alors, juste pour montrer, si jamais on veut faire, on veut faire un override. Hop. Voilà, tout ce qu'on a à faire, c'est utiliser @override. Voilà, et normalement, je refais mon run. C'est cette fonction-là qui est appelée, et maintenant je change la définition. On a bien notre premier point qui est passé en point 3D avec une coordonnée z. Alors tout à l'heure, j'ai présenté const, donc je vais commencer par effacer ça et par effacer ça. Tout à l'heure, j'ai présenté const en disant qu'on fait rendre une variable complètement mutable en disant const a est égal à 5 ou alors const a est égal à une liste. Ça freeze complètement l'objet. Quand on crée un objet qu'on a défini nous, donc du coup quand on a écrit notre classe et qu'on veut créer une instance, il faut qu'on autorise la création d'un objet constant. Donc du coup par défaut, je fais const a est égal à point. On a l'impression que a va être constant, mais il ne va pas l'être. Et donc du coup, il va bien ne pas nous laisser compiler. Donc du coup, il nous dit attention, le constructeur n'est pas const. Donc du coup, pour faire en sorte qu'on puisse faire ça, il faut qu'on rajoute le mot-clé const devant le constructeur. Et une fois qu'on a fait ça, il faut qu'on soit sûr que tous les champs soient en final. Si jamais j'enlève le mot-clé final, il ne nous laissera plus compiler. Alors pour continuer avec le mot-clé const, il faut savoir qu'on peut rendre seulement une partie d'une expression const. Donc du coup, je vais donner un exemple. Si jamais on avait une classe qu'on va appeler foo, qui va juste avoir à l'intérieur d'elle un objet, donc on se fiche de l'objet qui est à l'intérieur, du coup je vais utiliser le mot-clé object, qui prend l'objet dans le constructeur. On voit bien que cette classe-là, elle n'est pas const, mais si jamais je veux, je peux rendre l'objet à l'intérieur const. Alors du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est juste écrire const obj est égal à object pour créer un nouvel objet, et après écrire var foo est égal à foo de obj. Donc ça marche. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut directement écrire const object ici. Et ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup voir avec Flutter. C'est rendre des parties d'un objet, quand on le crée, immutable. Voilà, alors c'est tout pour ce petit tour de Dart, où je vous ai vraiment présenté l'essentiel et ce qu'on va utiliser dans ce tutoriel, à l'exception des librairies, que j'expliquerai dans le prochain tutoriel. Si jamais vous avez le temps, je vous conseille vivement d'aller voir la section pour aller plus loin. Et si jamais vous comprenez l'anglais, d'aller voir le Language Tour. Donc du coup, il y aura pareil un lien dans la description. Si jamais vous n'avez pas le temps, je vous conseille d'au moins aller essayer Dartpad et d'essayer tout ce que j'ai présenté aujourd'hui. Donc du coup, jouer avec les listes, jouer avec les dicts, tout ce qui va avec. Dans le prochain épisode, on va enfin commencer à toucher à Flutter et à afficher quelque chose à l'écran. Merci d'avoir suivi.